Bonjour à tous. Alors nous allons avoir un petit moment en fin de journée. Je pense que tout le monde est, si vous avez suivi le programme, bien fatigué ou en tout cas concentré. Je vais essayer de rendre les choses didactiques et interactives. Vous n'hésiterez pas à me couper de toute façon. Il n'y a pas de vérité établie ni absolue dans ce que je vais vous raconter. C'est juste le fruit de l'expérience. Alors l'expérience, pour vous en parler un petit peu, mon feedback, c'est 20 ans de parcours dans la presse. Une presse de plus en plus contaminée, mais positivement par le web, le digital, les data aussi, donc les analytics et les stats, ce dont on va parler. Au sein de ces 20 ans de parcours, j'ai 10 ans de spécialisation sur, on va dire, le web content et l'animation des médias sociaux pour le service des médias et aussi des marques, des entreprises. C'est les exemples que je vous exposerai. Et aussi, à l'intérieur de ces 10 ans, les 5 dernières années consacrées à du coaching, de la formation en entreprise, en équipe, pour apprendre aux gens, grosso modo, à se détendre avec le phénomène digital. Et à l'intérieur du phénomène digital, eh ben, ces fameux chiffres, ces statistiques, qui si on n'est pas un statisticien, un comptable, un ex-HEC, j'en passe et des meilleurs, stressent quand même beaucoup de gens et d'équipes de par le monde. Donc je passe vite sur le Web Lab. Je suis le cofondateur d'une petite agence qui se situe entre Le Mans, Paris et aussi un peu plus à l'ouest, Nantes et Rennes. Nous conseillons, produisons, coachons, on fait des packs spéciaux, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous avez le weblab.com pour regarder un peu ce que nous faisons. Alors, pour commencer, quelques faits, quelques rappels sur ce qu'est la data. Excusez le titre un peu tape à l'œil, mais c'est exactement ce que j'ai vécu moi dans mon parcours. Je ne vais de toute façon vous parler que de choses que j'ai vécues. Je serai assez peu théoricien. Il y a eu une espèce d'emballement sur l'intégration en fait de tout le périmètre et le corpus de données, de statistiques, de chiffres dont les systèmes informatiques avant, les systèmes web après et l'Internet cloudifié, l'Internet des réseaux sociaux d'aujourd'hui permet. Et on est passé vraiment d'un phénomène de mode, je dirais aussi à une cata, parce qu'il y a vraiment deux niveaux de vécu de l'intégration des statistiques et de la gestion, de la digestion, je dirais, de la data. Ça, je vous donne un exemple de quelque chose que j'ai visité. Vous voyez cette newsroom, c'est celle du groupe Ringier. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe de presse Ringier, qui est en Suisse, donc qui est un groupe assez novateur et qui a vraiment poussé la charrue sur l'intégration du digital au sein d'une restructuration et d'un rachat de titres et d'intégration des titres de presse, de la télévision, des activités réseaux sociaux. Ça, c'est la newsroom principale du groupe qui a en fait été créée à l'intérieur, vraiment au milieu de deux gros bâtiments. Il y avait une aile gauche, une aile droite et le vide au milieu. Et ils se sont dit, la newsroom, on va créer un nouveau bâtiment au milieu. Et c'est vraiment le sens de ce type de fonctionnement dans la production de l'information et l'animation d'écrans web. Vous avez ici, je ne sais pas si je peux pointer avec ça, vous avez ici, oui, la table des rédacteurs en chef. De part et d'autre, en fait, vous avez toute une ribambelle d'animateurs de communautés en ligne, de data analystes, de gens qui sont en fait branchés en permanence sur ça. Vraiment, l'ambiance de cette salle, c'est la War Room de James Bond. On a tous vu des James Bond, dernier en date Spectre. On passe inévitablement par la scène de la War Room avec le patron du MI5, du MI6, je ne sais quoi, et ils sont en train de regarder des tas de données, ils prennent des décisions. Ben, c'est cette ambiance-là que vous vivez dans ce groupe de presse Ringier. Pour la petite histoire, les rédacteurs en chef que vous voyez ici, au-delà de nous faire leur visite de vitrine en nous disant c'est vraiment génial parce que c'est une nouvelle façon de fabriquer l'information en étant vraiment temps réel braqué sur les statistiques et ce qui se passe, ils tenaient pas plus de 6 mois, les rédacteurs en chef en poste. Hein, vous voyez, il y en avait une dizaine, pas plus de 6 mois, en termes de gestion du stress, capacité à gérer cette information, parce qu'en face, ils avaient la télévision, les radios, leurs statistiques, l'animation des réseaux sociaux, brassant de la donnée en mode Chartbeat. Tout le monde connaît ici Chartbeat et du Google Analytics temps réel. Voilà. Alors c'est très beau sur les papiers, c'est très beau dans les présentations des Américains qui passent à Paris ou ici pour vous vendre ces technologies, à vivre au quotidien, avec en plus un groupe qui restructure ses marques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des magazines, quels sont les journaux quotidiens que l'on garde, comment on intègre les community managers dans notre profession parce qu'ils ne sont pas encore cartés, j'en passe, et des meilleurs. Toutes ces questions
Eh ben, quand vous avez votre écran de statistiques qui crache et qui débite à la seconde toutes les données, il faut apprendre à les gérer et à tenir la charge. C'est du 24/24 comme connaissent tous les journalistes, mais à puissance 20. Pas plus de 6 mois en poste. Ça donne une petite idée des enjeux de la chose. Donc ça, c'est la situation rêvée et vendue, c'est la vitrine. Et après, il y a la situation réelle, celle que moi j'ai connue en tant que responsable jusqu'à des fonctions de rédacteur en chef dans la presse, après comme responsable de production de sites web et d'animation de réseaux sociaux pour des grandes entreprises. La vérité, elle est beaucoup plus basique. C'est une multitude de sites web externes et internes, la plupart sur des technologies tout aussi abracadabantesques les unes que les autres, qu'on empile. C'est des agences externes qui travaillent pour le compte, par exemple, de DIRCOM dans des grandes entreprises et qui imposent la plupart du temps des CMS. Tout le monde connaît le CMS, les Content Management System propriétaires, parce qu'évidemment, ça permet de plumer les clients tous les mois et tous les trimestres avec des gros chèques. Mais après, à gérer, ça s'empile. Chacun produit leurs données. Des newsletters, souvent, c'est comme ça que vivent les grandes entreprises, des newsletters gérés par les services en direct. Moi, j'ai travaillé pour un assureur, il y avait une trentaine de newsletters produits par des services aussi abscons les unes que les autres, qui se superposent, aucune coordination, aucune lecture des données, le pataquès. Et en plus, les applications mobiles, qui sont souvent gérées par d'autres équipes transverses entre l'informatique, le marketing, le digital, quand vous avez la chance d'en avoir. Et tout ça est dans le brouillon le plus complet, et dans le meilleur des cas, on sait à peu près où se trouvent les personnes à qui requêter. Et se rajoute la couche social media, je dirais, en plus. Pourquoi en plus? Parce que tel que je l'ai vécu, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On commençait à peine à maîtriser le web content, les CMS, et tout ça intégré au sein des systèmes d'information, que se sont rajoutés tous ces services externes, Facebook pour le premier, Twitter, mais LinkedIn aussi, Viadeo, beaucoup de questions dans les grandes entreprises sur l'intégration de ces services de gestion des profils professionnels, crachant leurs propres statistiques, leurs propres données. Twitter, par exemple, c'est c'est récent, c'est un peu plus d'un an, je crois, ou un an et demi, où Twitter a mis en place son système de statistiques, son dashboard statistique. Quand c'est arrivé dans les entreprises où j'étais, moi, dans un service de com, on ne savait pas trop quoi en faire, il a fallu aller dans les tweet and toast, comme ils appellent ça à Paris, où ils réunissent des gens à peu près qui sont dans les médias et dans les grandes entreprises pour apprendre à gérer leur propre interface de gestion des statistiques qui, comme dans toutes ces entreprises, ils lancent en bêta avant d'avoir maîtrisé la moindre des choses. Et dans les entreprises, on ne sait pas plus quoi en faire. Donc il y a du tatouillage, il y a du tâtonnement, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde pond, produit, tire de la stat. Le vrai problème maintenant, c'est l'intégration en fait, de tout ça. On intègre comment et on rend compte à qui, pourquoi, c'est ça les vraies questions à se poser. Parce que le chiffre pour le chiffre en soi, pas intéressant. Maintenant, la mesure historique du chiffre, et je dirais quasiment le pouvoir du chiffre, à partir du moment où vous maîtrisez le chiffre et vous maîtrisez des Excel dans nos professions, je suppose qu'on est à peu près tous du milieu de la communication, de la gestion de contenu ou ce genre de choses, vous êtes un homme de pouvoir, ou une femme de pouvoir. Vous vous rapprochez des business schools, c'est-à-dire ceux qui ont le vrai pouvoir dans les entreprises, ceux qui bouffent tous les jours des gens comme nous au petit déjeuner. Comme on n'a pas fait des business schools, comme on ne sait pas travailler dans de l'Excel, comme on ne sait pas ce que c'est qu'un bilan comptable d'entreprise, enfin, on sait un peu, mais pas autant qu'eux, évidemment, dans les codires, dans les réunions où il faut décider de ce qu'on va faire, eh ben c'est souvent, on nous écoute un peu comme des sortes de zouaves ou d'amuseurs de la galerie. Quand on commence à maîtriser ce langage et à pouvoir leur tenir la dragée, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on est face à la DG, au CODIR, au COMEX, et c'est là où on peut commencer à passer the next level. En tout cas, je l'ai vécu, moi, de cette manière-là. En fait, il y a deux mondes parallèles. Ça, c'est le monde rêvé. Vous voyez, c'est le monde de tous les travailleurs indépendants dont je suis. On est chez nous, la table en bois, le café chauffe à côté. Les enfants sont déjà partis à l'école, le chat vient ronronner dans vos jambes, et on a des systèmes merveilleux en ligne, avec des stats toute la journée pour prendre des décisions absolument magnifiques. Le monde réel, en revanche, c'est celui-là. Ça, c'est un exemple de planning qu'on m'a souvent montré, parce que moi je suis un ancien journaliste spécialisé en high-tech, et ça m'intéressait toujours de comprendre en fait c'est quoi le système informatique, le système d'information, comme on appelait ça, le DSI, quoi, le directeur du système d'information. Et ça encore, c'en est un qui est assez simple, que je vous ai trouvé. La plupart du temps, on m'a présenté des choses abscons, que le DSI lui-même ne comprenait rien, empilement de systèmes, de données, aucune vision unique du client, ça aussi c'est très important, la vision unique du client, l'ID unique du client, c'est-à-dire vous avez des ERP, vous savez ce que c'est, des logiciels comptables, vous avez des CRM, des logiciels de relations clients, vous avez de la BI, logiciel d'analyse de chiffres, vous avez encore toute pléthore de systèmes qui s'ajoutent, et par-dessus, les données crachées tous les jours par les systèmes, les CMS, les sites web et les réseaux sociaux.
Tout ça s'empile et il n'y a pas une seule vision unique à un endroit de Monsieur Dupont ou Madame Durand. Quand elle vient toquer à la porte de notre système, quel que soit l'endroit par lequel elle est passée, on est infoutu de savoir si c'est la même qui est passée par le téléphonie, par le centre. Tout ça se superpose dans un gros gloubi-boulga. Ça s'arrange, mais je vous avoue qu'au bout de 10 ans d'expérience dans des entreprises, je n'en ai jamais connu qui ont vraiment réglé cette question. On est toujours aujourd'hui dans ce type de problématique-là, et c'est quand même, ça fait 10 ans que ce web social, ce web simplifié existe. Un petit rappel, c'est pas très original, mais je vous montre un peu un des paysages que fixe tous les ans un consultant qui est connu, je pense ici, qui s'appelle Fred Cavazza, qui montre la pléthore de dispositifs et de systèmes dits web sociaux, ou en tout cas un truc avec derrière un login, un password, le truc derrière le login et le password, qui fait papa-maman. Il en sort à peu près des centaines par semaine, et tous produisent leurs données, leur analyse, donc c'est certain qu'on est plus dans la nécessité de s'adapter à intégrer ces données et à vite les enlever en revanche quand ça n'a aucune pertinence dans son système. Je vous prends aussi un exemple qui va vous rapprocher sans doute alors des conseils que vous donnez à vos clients ou des secteurs dans lesquels vous travaillez, c'est qu'en fait chaque secteur produit et est à la tête, ce que j'appelle les stat producers, d'univers de statistiques infinis, où on peut brasser des données monstrueuses. Je vous prends un seul exemple qui est typique, celui du secteur automobile. Quand vous avez des cas particuliers, par exemple, comme Tesla Motors, que tout le monde connaît, les voitures électriques, Elon Musk, le prochain colonisateur de Mars, en composant le personnage comme ça, on comprend pourquoi c'est important de le suivre. Pourquoi c'est important de le suivre? Parce que son propre réseau à lui, personnel, son réseau social personnel, c'est-à-dire son compte Twitter, dès qu'il éternue en ligne, c'est beaucoup plus suivi que Tesla Motors en soi. Et le vrai, là, il est donné sur ce qu'il est en train de dire. Si Elon Musk dit demain sur son réseau social, ça y est, la fusée sur Mars, elle part le 24 décembre, ça va être un pataquès. Wall Street va s'écrouler ou monter, enfin, c'est ce genre de choses. Les données statistiques vécues par ce patron charismatique, le nouveau Steve Jobs, ça devient quelque chose qui finalement, en termes aussi de statistiques, de tendances, je suis sûr que derrière ces comptes, il y a une équipe de producteurs, de community managers qui gèrent les choses, même s'il y intervient en direct, et il y a une équipe aussi qui va analyser la moindre variation en fonction de ce qu'il a dit, parce que sa boîte est les côtés, parce que c'est the place to be, etc., etc. Important aussi de brasser des données à partir du moment où vous avez des marques, je vous en ai mis deux comme Blablacar et Uber, finalement, où ce n'est pas qu'un seul site internet, vous l'aurez bien compris, un site corporate, comme on dit, avec une vitrine, puis des données somme toute simples, le nombre de l'audience par jour, les lecteurs, les visiteurs uniques, taux de rétention, ce genre de choses. C'est des communautés extrêmement variées, avec des comptes qui se montent un peu partout dans les pays, des utilisateurs qui vont créer leurs propres dispositifs, un peu le phénomène aussi Le Bon Coin, qu'on peut citer en France, qui est plus près de nous, même si ce n'est pas sur ce secteur-là. C'est-à-dire c'est des écosystèmes où chaque utilisateur que nous sommes crée son propre périmètre, génère sa statistique. C'est d'une richesse infinie. Et ça impose une lecture tout à fait différente de ce qu'on vivait avant dans les entreprises. Any question? Bâtir son TDB, alors du coup, ça amène, souvent quand je suis arrivé dans les postes où je suis passé, la plupart du temps, c'était la question piège. Il y avait en fait deux questions pièges. C'est qui le responsable du site? Première question piège. Et c'est où sont les statistiques? Donc, les bonnes questions à se poser, en définitive, est-ce que c'est compliqué un TDB statistique? Parce que souvent, les équipes où vous passez, que ce soit des équipes de production de contenu, d'IRCOM ou autre direction marketing, ils se font un pataquès et ils imaginent que c'est des formules mathématiques à n'en plus finir, alors qu'en fait, la plupart du temps, il faut se poser vraiment des questions toutes simples. Jouer à l'idiot, ce que je recommande tout le temps moi, en formation, c'est quand on ne vous répond pas, faites le con. Posez vraiment des questions naïves. Et quand vous ne comprenez pas ce qu'on vous répond, j'avais écouté moi une fois dans un film qui s'appelle Philadelphia, une réplique qui tue, qui était faite par l'avocat qui défendait le malheureux atteint du virus du sida. Et comme il ne comprenait pas les arguments techniques que les juges disaient en face, il dit « Expliquez-moi les choses comme si j'étais un enfant de 5 ans ». Essayez cette phrase, vous verrez, face à des DSI, à des gens qui brassent la statistique, qui vous répondent des choses complètement incompréhensibles. Expliquez-moi les choses comme si j'avais 5 ans. Et là, en général, ça remet un peu tout le monde d'accord dans les réunions. Puis surtout, s'adapter à son public. Ça, c'est clé. C'est à qui on va parler, de quels chiffres on va parler, où vais-je rendre ces chiffres et quel est l'enjeu. Je vous remets un
un petit exemple, vous pouvez en trouver des dizaines de différents et de bien mieux que celui-là, c'est en fait quelle stat aussi intégrer, au-delà du fait qu'on sait que tous ces systèmes en produisent, il faut là, dans son petit catalogue, vous avez choisir en fonction de son business. Si par exemple vous êtes un vendeur de, je ne sais pas, vous fabriquez des recettes, vous êtes un média qui est dans le cooking, qui fait des recettes en ligne, évidemment, votre site YouTube et la statistique générée sur YouTube par vos petites séquences de recettes devient extrêmement critique pour vous. En revanche, votre périmètre LinkedIn où sont exposés juste les personnels de votre équipe, il n'y a que 20 personnes, c'est une start-up, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Inverse, je suis un grand groupe, comme la Société Générale, j'embauche, je crois, je ne sais pas combien, ils ont 100 000 collaborateurs de par le monde ou quelque chose comme ça. Évidemment, en termes de lecture statistique, la consultation RH de cet espace-là est juste critique pour eux, pour savoir où les choses vont se passer, parce que les logiciels RH ont quasi disparu des entreprises maintenant, et le poumon se capte là. Voilà, ça dépend de son business, et il faut choisir là-dedans, mais il faut choisir. Ça, c'est important. Il ne faut pas tout faire. On ne peut pas tout lire, sinon c'est les rédacteurs en chef, vous vous rappelez de Ringier, pas plus de 6 mois. Alors du coup, ça amène à se poser la question de ce que j'appelle moi l'écosystème statistique. Parce qu'on a un défaut, tous dans le web, et ici compris, c'est qu'on pense que la stat, les chiffres, le pilotage, il est né avec tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il est né depuis l'ère Google, Facebook, Twitter, et qu'avant, on n'avait jamais des chiffres. C'est faux, des chiffres avant, on en avait. Ils étaient moins jolis à voir, ils étaient moins sexy, moins fun. Mais on a des choses qui en fait se passent dès le niveau de ce que j'appelle, je les ai un peu mis dans le désordre, il y a des canaux qui commencent véritablement au niveau du présentiel. Ce que j'appelle le présentiel, c'est ce qu'on fait ici. On se rencontre, on se renifle, on s'écoute. Il y a des salons, il y a des présentations professionnelles. Il y a donc un certain nombre de statistiques, peut-être un peu plus subtiles à aller chercher, mais qui vont déjà donner des indications, en tout cas qu'il faut mettre de côté quand c'est critique pour son business. Vous avez aussi les canaux classiques comme celui des lettres, du mailing, la distribution postale classique, c'est encore un gros paquet de communication en France. Et là aussi, on peut récupérer de la donnée auprès des prestataires professionnels qui travaillent pour vous, et c'est intéressant de l'intégrer. Le téléphone aussi, tout court, notamment ce qui se passe au niveau des plaintes SAV, des stratégies, des politiques d'email marketing, de campagne marketing et d'appels sortants. Il y a aussi, là aussi, des données à brasser. Et là, on est dans un socle extrêmement, je dirais, classique. Quand on passe à l'étage supérieur, on est déjà dans les mailings, les emailing, donc les campagnes, les taux d'ouverture, les taux de rebond, les taux de rétention, les taux de désabonnement, et voilà tout ce qu'il faut arriver à intégrer, en tout cas à mettre de côté, pour pas que ça passe à l'as et que vous soyez capable en tant que responsable de répondre sur ça. Audience et réputation, ça devient un peu maintenant des classiques. Qu'est-ce qui se passe, je dis, sur les internets? Parce qu'évidemment, on n'a plus qu'un seul internet. On le sait bien avec les systèmes des GAFA, que ce soit Apple, Amazon ou autres, mais grosso modo, on n'a pas que l'audience qui se passe à travers votre Google Analytics. Il faut aller rechercher selon les dispositifs où vous vendez et où vous vous trouvez. Je rajoute toute la partie des réseaux sociaux qui, comme je vous le disais, maintenant sont capables de produire leurs propres stats. Et ce qu'on voit, c'est que grosso modo, comme les espaces de réseaux sociaux en termes de vitrine, leurs statistiques ont tendance quand même à s'harmoniser. Au début, c'est complètement abscon, on n'y comprend rien, ils ont leurs mots, leur terminologie, surtout Facebook, mais on a tendance à uniformiser tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, les agences, fait ce qu'on appelle les agences, le monde de la com, avec qui ils sont en interface à Paris, où ils ont installé maintenant leurs équipes et leurs directions, n'arrêtent pas d'être en échange avec eux, de se former, de se co-former, de monter des projets. Je pense que vous savez par exemple que Renault a monté une espèce de politique de high standard level quality en travaillant en collaboration avec Twitter. Ils ont une équipe dédiée qui en permanence forme leurs marketeurs, leurs commerciaux, leurs gens sur le web à être au meilleur moment des meilleurs outils dès qu'ils sortent quasiment en avance, presque pour les bêta-tester avec eux. C'est assez nouveau comme comportement. C'est assez nouveau et c'est intéressant. Et je rajoute une case qui est importante parce qu'elle a tendance vraiment à créer à la fois de la friction et en même temps de l'intérêt. C'est ce que j'appelle le team, c'est les réseaux personnels qu'ont les gens, vous, nous, moi, tous ceux qui sont en même temps des professionnels dans des entreprises et qui sont présents peu ou prou sur le web des contenus et sur les réseaux sociaux, et qui vont avoir aussi une activité où il y a la frontière entre le professionnel et le perso qui s'efface. Et c'est notamment important dès que vous franchissez le seuil des exécutives,
top management et voir des comités de direction. Parce que là, vous avez des gus, et des gonzesses, pardon, excusez-moi, des messieurs et des dames, soyons polis, qui sont rien que d'autres que des DG, des directeurs financiers, puis qui du jour au lendemain se mettent sur Twitter. Et ils pensent comme ça qu'ils peuvent y aller sans premièrement, aucune formation, la plupart du temps en ayant des présentations complètement dégueulasses, et puis surtout en racontant à peu près tout et n'importe quoi. Sauf que c'est la communication de leur entreprise qui passe par ce canal-là, eux aussi. Donc non seulement il faut les prendre en main, mais il faut aussi, et moi je réfléchissais à ça dans un de mes derniers employeurs, intégrer la stat qui se passe sur ces environnements-là. C'est pas toujours évident d'aller dire à un DG qui déjà considère que si vous rentrez dans son bureau en lui disant bonjour, vous n'avez pas rempli le formulaire qui était prévu à l'étage inférieur auprès de son secrétariat. Il y a des entreprises qui fonctionnent encore comme ça, qui sont moins détendues qu'elles ne le montrent sur les réseaux sociaux. Or, c'est justement ça la pratique des réseaux sociaux. C'est d'être capable d'ouvrir non seulement la gestion au jour le jour, mais aussi qu'est-ce qui s'y passe. C'est intéressant. Autre question vraiment très stratégique et tactique à la fois, c'est à qui le confier, bon Dieu, ce tableau statistique. Parce qu'on n'en a jamais eu, les chiffres on en a de partout, on en a un peu sous Excel, on en a un peu dans du business décision, on en a un peu dans des coins ici, dans les tiroirs. À qui on va confier ça? Tiens, le stagiaire, on ne sait pas quoi lui faire, le contrat d'apprentissage, le machin bidule. Allez, on va lui filer ça parce que nous, on n'a jamais le temps. Et puis, c'est tellement stratégique, c'est tellement capital, la statistique et la lecture des données, qu'on va le confier au dernier qui vient d'arriver et qui connaît vraiment l'entreprise sur le bout des doigts. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et je l'ai vécu, croyez-moi. Après, le truc, c'est comment faire passer la pilule aux étages supérieurs de vous, de leur dire, bon, ok, on va le confier à un stagiaire parce qu'en termes de temps, machin, j'ai d'autres trucs à faire, mais il faut un pilotage. Un copilotage minimum, mais ce n'est pas toujours le cas. Les vrais apportateurs de la notion de la statistique, on a plusieurs métiers qui sont apparus dans les entreprises. Les content managers, appelez ça des rédacteurs en chef, des responsables éditoriaux, des content managers parfois quand ils s'appellent comme ça. Mais surtout, c'est à travers le métier du CM, donc du community manager et du social manager, le développement de ces petits CM, avant des générations Y et de plus en plus des gens qui vieillissent dans l'entreprise. Et puis on a fini à staffer ça les équipes, et puis c'est redevenu comme des équipes de rédaction avec des journalistes dans le temps, on appelait ça des journalistes, les gens qui faisaient du contenu. Ça paraît la préhistoire. Et il y avait des rédacteurs en chef. Aujourd'hui, c'est des social media managers, des digital content strategists, etc., etc. Et c'est eux qui tiennent les chiffres en général, parce que souvent, le community manager, il gère, le quotidien, il est à la mine, et puis il remonte ses petites données, et puis il y a un boss au-dessus, un N+1, qui lui va rendre compte auprès des équipes de direction générale, et qui reporte. On a les business developers aussi, j'ai mis cette catégorie, c'est enfin tous ceux qui sont de l'anti-monde, tous ceux qui sont du monde de la dark side of the moon, c'est-à-dire ceux qui vendent des choses, c'est sale, ceux qui font du fric, c'est sale. Mais ils ont un avantage, ceux-là, c'est qu'ils manipulent les Excel, ils savent très bien parler chiffres, et en général, quand ils en parlent, les DG les écoutent. Donc souvent, la statistique, la donnée, elle passe par là. Elle est à la confluence de tous ces métiers, de ces nouveaux métiers, et on a parfois le luxe suprême, la cherry on the cake, le data analyst. Le data analyst, on en a enfin une fois, c'est-à-dire un gars dont le métier va être uniquement de remplir des Excel, d'aller chercher les données là où elles sont, c'est-à-dire en général toujours dans le bordel, mais à remettre ça en forme, proprement, pour parler à toutes les strates et tous les étages des entreprises, avec une espèce de vision qu'on pourrait appeler, dans une espèce de furie collective, de la cohérence de vision. Chacun sait ce qu'il a à faire, se concentrer sur son travail, et en même temps, quelqu'un qui est spécialiste d'aller tirer les données au bon endroit, au bon moment. Donc oui, le stagiaire, il remplit le vide, le malheureux. Le content manager, il remplit les écrans et les suit. Donc il est quand même très souvent, dès que vous remplissez les écrans, maintenant, vous savez que vous avez de l'analytics temps réel. Donc forcément, il faut en faire quelque chose. Le social media manager, pour moi, il ouvre les métriques. C'est souvent par lui qu'on se dit, ah ben tiens, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données que crash Facebook et Twitter et toute la journée, il va falloir les intégrer. Business developer, il pense ses produits de transfo, et puis voilà, notre data analyst. Alors parfois, dans la banque, moi dans le secteur financier, j'ai connu des divisions, des directions statistiques. Des gars qui toute la journée travaillent dans des Excel, de la business intelligence, qui pondent des chiffres, des analyses, qui font des... La plupart du temps, ils sont complètement coupés du business, mais ils pondent. Et puis un jour, vous avez une question à leur poser, bon, ça m'est arrivé. J'étais rédacteur en chef dans une banque filiale du Crédit Agricole, et on m'avait demandé... Oh tiens, c'est marrant, il se pourrait bien que sur Facebook, on ait des gens qui soient aussi clients de notre banque. Vision furieuse du DG. Et si on savait ce qu'ils font, ces gens-là?
Et si on savait combien on en a? Et si on était capable de se dire que quand il y en a un qui éternue sur Facebook, on peut peut-être y apporter une réponse appropriée dans notre dispositif CRM? Excellente question de DG. Maintenant, va traiter ça avec la direction statistique qui, elle, est habituée à pondre ses rapports toutes les 2 semaines, tous les mois, il ne faut pas trop les déranger. Facebook, ils n'en ont jamais entendu parler, etc., etc. Voilà le type de choses que quelqu'un un petit peu comme vous, comme nous, comme moi, les passeurs des deux mondes, on a à traiter. On a à parler aux anciens du monde et en même temps à intégrer les nouveautés et à délivrer la Ganavision du DG qui va vous dire il faut qu'on sache, il faut que, yaka, faut qu'on. Le TDB, alors justement, où, quand, comment, avec qui, ça c'est des vraies questions. Le quand est important, parce que souvent, on va vous donner, moi on me les a confiés comme ça, il faut faire un TDB, yaka, faucon, puis bon, il n'est jamais lu, personne le... Moi j'ai imposé en tout cas dans mes équipes, une réunion hebdo minimum, et la réunion c'est sur le coin du bureau, comme ça, on a un bout d'Excel, et puis on commente les chiffres avec son équipe. Tiens, qu'est-ce que toi tu peux en faire, voir s'il y a du feedback. Ou en tout cas, quand vous avez des réunions hebdomadaires, par exemple, qui sont consacrées peut-être plus à savoir qu'est-ce qu'on va faire, et ben vous intégrez la dimension statistique. Vous essayez de l'amener. Le comment, il n'y a pas de produit miracle, on va le voir, je vais vous en parler, c'est le fichier en partage sur le réseau. Et déjà, c'est une révolution. Un fichier Excel partagé sur le réseau, vous vous rendez compte, accessible par tout le monde, pouvant vérifier les chiffres qui montrent que tout ce que vous produisez en communication et qui coûte des blindes, ça ne marche pas des masses. C'est ça le problème. Il y a un véritable enjeu à partager le chiffre et à le rendre accessible, même encore aujourd'hui. Ou, donc je disais sur le coin de bureau, mais quand même un peu plus formel aussi, on peut réfléchir par exemple à des formats de rendu de type le mail hebdomadaire avec un résumé statistique en bullet point. Qu'est-ce qu'il fallait savoir? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence pour la semaine suivante? Et il faut inscrire les équipes, y compris des équipes marketing et des équipes de vente, à savoir tenir compte de ces informations. Avec qui? S'il y avait une seule question à se souvenir, c'est celle-là, parce que là, c'est capital. Oui, dès que vous êtes maître d'un petit bout de tapis de périmètre de chiffres, vous êtes extrêmement dangereux. C'est ce que je dis. Parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe. Et vous savez la plupart du temps que ça se passe mal. Donc du coup, comment être, vous savez, la bon vieille analogie du messager, on tue le messager pour ne pas entendre le message. Très souvent, si vous avez des choses, quand vous avez des courbes vertes à montrer, tout va bien, c'est génial, waouh, vous êtes le dieu de la Terre et tout le monde. Mais quand vous commencez à montrer que ça plonge dans le rouge, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, que les statistiques, ça ne correspond pas à l'argent qu'on a investi, là, vous devenez très embêtant. Et il faut savoir si juste les galons que vous avez ici, est-ce que vous en avez 3, 4, 5 ? À partir de 3, commandant dans l'armée, pour ceux qui connaissent, vous pouvez parler. Si vous êtes en dessous de ça, lieutenant, capitaine, donc déjà c'est un risque, parce que vous êtes au carton. Et très en dessous de ça, c'est même pas la peine d'imaginer. Le porteur du message, très souvent, il vaut mieux être la petite main qui va fabriquer le bon rapport de statistiques pour le service de votre chef. Dans les réunions, évitez absolument de faire ce que je fais, c'est de se lever, de prendre la parole et d'analyser un beau tableau statistique que personne ne comprend et surtout dit que tout va mal. Parce que vous allez concentrer le feu sur vous et puis on va se débarrasser de vous, et je l'ai connu, croyez-moi, un certain nombre de fois. Auprès de quel DG aussi? Qui sont les membres du DG? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Il faut vraiment connaître vos interlocuteurs. Le DD, je l'ai rajouté parce que c'est une nouvelle fonction, le directeur digital, qui devient effectivement aussi une problématique. Un directeur du digital, une directrice, parce que c'est des professions très féminisées, souvent c'est une fonction transverse, entre le DSI, entre le directeur marketing, le périmètre ne sont pas fixes. Comme il gère les dispositifs supposés modernes, Web 2.0, médias sociaux et compagnie, il a ses données, mais les données ne sont pas compilées avec les données des autres services. Ça devient un interlocuteur, il faut juste un moment poser les bonnes questions. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être intelligent, messieurs, dames, d'avoir un seul tableau de bord uniformisé, où tout le monde s'est mis d'accord sur quelles données on veut, quel rythme, pour dire quoi, et surtout quelles actions derrière. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Je passe peut-être un peu vite sur les formes du TDB, mais il y a 2 outils, moi, que je vois, que j'ai senti comme toujours stratégiques pour construire un tableau de bord, d'où ça part. Très souvent, dans les documents existants, c'est le planning stratégique, c'est-à-dire la vision à 3 mois, 6 mois, 1 an de ce que veut faire l'entreprise, parce que c'est là que vous allez puiser en fait vos thèmes. Je vous donne un exemple tout con, là, chez un assureur avec qui j'ai travaillé, ils étaient sponsors de la COP 21. Quand je suis arrivé, moi je me suis dit, ils vont me demander de suivre des produits d'assurance, des assurances vie, des trucs comme ça, enfin toutes ces thématiques-là. Rien à foutre. Ils voulaient suivre la COP 21, qui avait absolument rien à voir avec le métier d'assureur, sauf qu'on avait mis un chèque dedans, un gros, et qu'il fallait donc s'intéresser du jour au lendemain. Les mots-clés devenaient ceux de l'économie environnementale, du développement durable, et que tout ça qui est de l'intelligence et de la réflexion, ça devait quand même à un moment, je dirais, être
digéré, descendu, traduit, inscrit dans un tableau de bord à un moment où on tienne compte de ça, et pas seulement de ce que je pensais moi être la vision et des besoins de l'assureur. C'est capital. La stratégie, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut savoir, à partir de qu'est-ce qu'on renifle pour savoir. C'est un peu comme l'analogie du tir au canon au XIXe siècle. Il fallait énormément de paramètres pour arriver à cibler un canon, la puissance du vent, le machin, beaucoup de paramètres environnants du terrain avant de déterminer le tir. Et puis on a des tas de dashboards qu'on peut paramétrer. Alors là, je vous en ai donné un qui, j'espère, existe encore. C'était il y a quelques mois, Safe, qui était sur un mode NetVibes, pour ceux qui connaissaient NetVibes, enfin, ou même Pinterest. Vous rajoutez des petites fenêtres et dedans vous intégrez différents flux, différents éléments de données externes, internes, et ça vous le recrache sous un format où vous pouvez bouger les blocs. Stop. Ok. Alors peut-être, je vais passer vite sur le monde réel du TDB en entreprise que j'ai connu moi, parce que ça c'est intéressant. Au-delà de tous les systèmes en ligne qui vous proposent, moi les 3 outils clés qui m'ont toujours servi, c'est le logiciel de capture photo. Pourquoi ? Parce que capturer des graphiques à la volée pour aller très vite et les préparer pour un codir, il n'y a rien de tel, c'est ce qu'on vous demandera. L'Excel, on a beau dire, mais c'est la langue universelle, l'Excel. On va vous parler de Google Analytics, on veut du temps réel, on veut du Chartbeat, du tout ça, mais en définitive, ça se finit toujours sur une réunion où on va avoir des Excel et des tableaux, et ça va rassurer tout le monde, notamment les business schools. Donc, on fait avec ce qu'ils aiment, parce qu'on ne peut pas imposer autre chose. Et le format du rapport hebdo par mail, qui peut être plutôt détaillé, parce que c'est vraiment les 3 outils clés de fabrication d'une mécanique tableau de bord. Bon, j'aurais pu vous parler, je vous en ai déjà parlé un petit peu de Beforbank et de la manière Alors, c'est un assureur, vous oubliez le nom, c'est secret, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, empilation de systèmes chez eux, c'était ça vraiment le truc critique. Une pléthore, une galaxie de sites web, tous gérés par des systèmes complètement différents, aucune vision unifiée de la donnée. Et là, l'enjeu avait été, en arrivant, je vous ai fait le topo, c'est les questions que j'ai posées à la galaxie des gens que j'avais en face de moi. N+1, N+2, collègues. À chaque fois, alors le N+2, il nous faut un tableau de bord. Le N+1, vois ça avec le webmaster. Le collègue, on confie ça au contrat de qualif, qui était juste en dessous. Le webmaster, ça c'était sa réponse texto, au webmaster. Donc il savait à peu près rien. Et puis le contrat de qualif, en définitive, bon, on fait quoi ? Demain, je suis pas là. Et puis je me retrouvais moi au milieu de tout ça, à devoir former et le contrat de qualif, et le webmaster, et le collègue, et le N+1, et le N+2. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et au final, ce qu'on a fait, c'est ça. Vous voyez, c'est pas révolutionnaire, c'est pas fantastiquement temps réel, mais ça a aligné 2 choses vraiment dramatiquement novatrices chez eux. La vision verticale de ce qui se passe. Vous avez tous les systèmes ici. Je leur avais fait un listing de tous les systèmes critiques, c'est-à-dire vraiment les sites web, une vision donc verticale et unifiée mois par mois, et une vision aussi horizontale sur l'année, l'historique. Le pouvoir, c'est l'histoire. Être capable de se dire d'où on vient, où on va. Et avec des calculs automatiques, vous voyez, tout bêtement, la moyenne mensuelle, ça c'était révolutionnaire. Ils étaient incapables de dire sur des dizaines et des dizaines de sites, finalement, combien faisait l'ensemble de ces sites. C'est quand même dingue. Une marque, ils s'en foutaient. Enfin, avant, ils se disaient, c'est pas critique, c'est pas important. La variation sur le mois, ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire un minimum de données qui se calculent, et puis un petit système tout con, c'est les flèches, voilà. Ça parle mieux que de regarder le tableau. On descend ou on monte. Un truc tout simple, mais avec une vision comme ça, all-in-one, on a juste la pulsation web de l'entreprise qui avant était complètement partialisée entre des dizaines de services, de systèmes et autres. C'est le travail que je vous recommande de faire, et je terminerai là-dessus. Parce que c'est à peu près tout ce qui sert en entreprise aujourd'hui, quoi qu'on vous vendra par ailleurs. Merci Laurent. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Oui, il y a une question ici. Oui, au début de votre présentation, vous avez parlé de mettre l'individu au centre aussi de l'analyse. Là, dans ce que vous avez montré en dernier, on ne le voit pas forcément. Comment vous analysez les parcours utilisateurs, Oui, alors c'était le cas, les profils de l'utilisateur. Oui, c'était le cas. Je te le mettrai. Oui, le cas dont je voulais vous parler, Beforbank, c'était typiquement ça, la vision utilisateur. Pourquoi ? Parce que c'est une banque, filiale du Crédit Agricole, qui un jour s'est posé la question, on va devenir un média banque. Le patron assez visionnaire, l'ancien boss d'ING, André Cohen,
qui se rêve un petit peu en patron des médias, s'est dit on va mettre l'utilisateur au centre du dispositif et dès que l'utilisateur éternue sur nos sites web, sur les réseaux sociaux, on va lire ça. Dès qu'il éternue sur le SAV classique avec le casque comme moi et qu'on a tous les jours, on va l'unifier avec ça. On va créer une vision unifiée partant des besoins de l'utilisateur. Et on va être capable de produire des contenus d'information comme un média en fonction de ce qu'il nous demande en temps réel et, encore plus révolutionnaire, d'améliorer nos produits. Ça, c'est la phase qui n'a pas été possible de faire parce que dans l'univers bancaire, c'est un univers de normes, de protocoles, de choses qui n'avancent pas aussi vite qu'une pulsation sur le web. Mais néanmoins, c'était un exemple vraiment intéressant que je vous invite même à fréquenter encore aujourd'hui parce qu'il a été monté en 2009-2010 au cœur de la crise financière et il avait eu cette vision intéressante de se dire on oublie les systèmes classiques d'analyse des données et on part d'un utilisateur au cœur du dispositif de type toile d'araignée. Dès qu'on l'a chopé quelque part, on unifie avec une vision unique de ce qu'il fait, on est capable d'améliorer le contenu, d'améliorer la réponse commerciale et peut-être demain d'améliorer le produit. Il y a des outils pour ça, non? Pour faciliter Oui, maintenant vous avez des grands... c'est ce qu'on appelle des CMS un petit peu cross... il faudra que je vous retrouve les noms. C'est des CMS qui intègrent en fait à la fois les données de gestion des contenus web, les données des réseaux sociaux, les données de vos CRM. Le vrai enjeu finalement, là où je voyais qu'il y en avait un, et ça il n'y avait pas d'outil, c'est le développement du logiciel que vous avez dans le centre de contact. Parce que dans le centre de contact, ils ont des logiciels propres, et quand je suis arrivé, il n'y avait pas l'intégration des canaux web, réseaux sociaux, ils étaient complètement coupés. Et l'enjeu, comme c'était un développement propriétaire, c'était de faire en sorte que le gars qui réponde ou la fille qui réponde derrière le casque, il ait aussi une vision de ce qui se passe sur le web, voir les chatbox, vous savez. Hello Bank est un bon exemple de ça. D'avoir l'intégration de ce qui se passe sur l'Internet, tous les canaux, pour pouvoir avoir une réponse globale. OK. Merci Laurent. Sinon, s'il y a des questions dehors, à votre dispo.